je regarde en gros l'ascendant. Après, je regarde le maître. Où est le maître de l'ascendant? Là, il y a l'ascendant Capricorne. Le maître Saturne, donc il est en maison 8. Donc on a déjà une petite idée. Après, on regarde les maisons qui sont occupées par beaucoup de planètes et les signes qui sont occupés par beaucoup de planètes. Alors ici, on voit le signe de la Vierge et la maison 8. Et après, donc, je fais un tour d'horizon sur toutes les maisons, c'est-à-dire la maison 2 qui signifie l'argent. Alors ici, la maison 2... Alors, la maison 2, elle se trouve dans le signe du Poisson et le maître de la maison 2 dans la maison 12. Donc, la maison 2 dans le signe du Poisson, c'est quelqu'un qui s'intéresse déjà à tout ce qui est en relation avec l'occultisme, des choses comme ça. Et surtout que le maître de 2 en maison 12 et avec Neptune en maison 12, je dirais que c'est quelqu'un qui est très attiré par tout ce qui est occulte, l'au-delà ou l'ésotérisme. Alors après on prend la maison 3 qui est les études, les frères et sœurs et des choses comme ça. La maison 3 on la retrouve dans le signe du Bélier et le maître du Bélier dans la maison 9. Donc, si le maître de la maison 3 est dans la maison 9, on peut en conclure qu'il y a des déplacements dans la vie de cette personne. Oui. Après, dans la maison 4, on a le signe du Taureau et le maître du Taureau dans la maison... Alors, je cherche Vénus. Vénus se trouve dans la maison 6. Alors, dans la maison 6... Alors là, ça ne me parle pas beaucoup. Mais Vénus est face à Neptune. Donc, Vénus face à Neptune, ça nous donne une petite idée au niveau sentimental. Donc on met entre parenthèses une petite déception point de vue sentimental, mais à vérifier avec le reste du thème. Mais ça c'est valable une fois, c'est valable pour toute la vie, ça. Ça c'est le thème natal, voilà. C'est ça le problème, c'est qu'en fin de compte, c'est ça qui me gêne un petit peu. Par exemple, vous imaginez que j'avais quelqu'un en face de vous, vous lui expliquez ça. Et bon, bah alors, vous dites qu'il aura dans sa vie une déception sentimentale à un moment donné. Oui. Bah, c'est quand même assez probable. C'est possible que dans toute une vie, on ait ça. Et puis, ça dépend aussi de l'âge de la personne. Mais voilà. Plus la personne sera âgée, plus la personne sera âgée, plus tout ce que vous lui direz aura des raisons de s'être produit. Parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie, forcément. Oui, si une personne vient, elle a déjà 70 ans, c'est sûr que tout ce que je vais lui dire dans son thème natal, presque tout sera déjà arrivé. Oui. Ça c'est sûr, donc pour elle c'est pas trop intéressant. Et en plus, ce sont des choses qui sont assez fréquentes. Disons que si c'est écrit dans le thème natal, c'est quand même quelque chose qui l'a marqué. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que je veux dire, dans la plupart des thèmes avec une personne qui reste toute la vie avec son mari, je veux dire, si c'est une petite déception qu'elle a eue avant, ce ne sera pas inscrit. Ah oui, d'accord. Voilà, mais si elle vit longtemps avec quelqu'un, il y a une séparation douloureuse, même s'ils ne sont pas mariés, mais si c'est une séparation douloureuse, on aura Vénus. Donc vous ne savez pas si la chose aura lieu, a déjà eu lieu? Non, ça je ne sais pas. Quand la personne elle vient, bon, si elle a 19-20 ans, peut-être que ce n'est pas encore arrivé, mais si elle a 40 ans, c'est possible. Mais je demande. Quand la personne elle arrive, je lui dis, je vois une déception sentimentale assez importante dans votre thème, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que je ne peux pas le deviner. Parce que justement, l'astrologue, c'est pas de la voyance. Et c'est ça la différence. Oui, je comprends. C'est comme par exemple, excusez-moi de vous dire ça, mais les voyages, effectivement, les gens aussi sont souvent amenés à faire des voyages finalement. Oui, mais là, c'est beaucoup de déplacements, c'est des déplacements à l'étranger, c'est des déplacements... plus fréquemment que quelqu'un, que l'ordinaire. voilà, que l'ordinaire. Ah oui, d'accord. Oui. Oui.
Et en fin de compte, on fait le tour comme ça de toutes les maisons, des maîtres des maisons. Et avec tout ça, on a une idée sur la vie d'ensemble de la personne. Alors la maison où se trouve le maître de la maison considérée, qu'est-ce que ça comment vous articulez les deux maisons en l'une par rapport à l'autre? Alors par exemple, le maître de la maison 2 en maison 10, donc il faut faire qu'est-ce que la 2, c'est-à-dire l'argent, apporte à la maison 10. Et c'est-à-dire que l'argent viendra du travail. La personne, elle gagnera bien sa vie, parce qu'il y a une relation entre la 2 et la 10. Maintenant, si vous avez un trigone entre la 2 et la 10, ça reviendra au même. C'est-à-dire que la 2, elle est reliée à la 10, et donc il y a quelque chose qui se passe entre les deux maisons de positif. Donc ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être un aspect ou bien une maîtrise. Voilà, tout à fait. Ou les deux, ou l'un oui, l'autre non. Voilà, maintenant si c'est les deux, alors c'est encore mieux. Là, je veux dire, c'est vraiment la réussite professionnelle. Alors comment vous faites justement pour situer les événements qui sont virtuellement là dans le thème natal? Oui, alors pour les situer dans la vie, j'ai pas beaucoup de repères. J'ai juste le repère de Jupiter qui amène la maturité dans la vie. Alors, ça c'est une question d'âge, c'est là. Voilà, c'est vers 50 ans. Donc si Jupiter est positif, donc les choses arrivent à la quarantaine. Et si Jupiter est négatif, mais que les aspects sont quand même très positifs dans l'ensemble, ça lui est arrivé quand il était assez jeune. Ou alors si Saturne est très positif, ça reviendra plus tard dans sa vie. C'est la planète qui donne un peu l'âge de... Oui. Chaque planète étant liée à un âge de la vie. Oui, la Lune étant la petite enfance. Oui, d'accord, c'est comme ça. Mercure, l'adolescence. Enfin, c'est des périodes étranges assez longues. Mercure... Non, peut-être pas Mercure, mais pour... Mais Jupiter, oui, c'est une quinzaine d'années. Donc des prévisions qui peuvent se produire sur une période de 15 ans. Voilà. Enfin, on sait que ça arrive vers la période là, oui. Oui. Comme chez moi, j'ai Jupiter positif. Dans la maison 10, je sais que vers entre 40 et 55 ans, il se passe quelque chose de bon dans le travail. Donc vous attendez cette période-là? C'est vrai que je l'attends un petit peu parce que je ne peux pas dire que la pharmacie était une réussite pour moi. Je ne savais pas que vous aviez fait pharmacie. Oui, enfin j'ai travaillé 17 ans, mon métier de base c'est secrétariat. Donc j'ai travaillé 17 ans dans un office commercial pharmaceutique comme secrétaire et après 6 ans dans une pharmacie en tant que secrétaire aussi. Je m'occupais des papiers de la sécurité sociale. Donc effectivement, puisque vous nous parlez de votre vie, alors comment vous comprenez votre vie à travers l'astrologie alors vous-même? Eh ben, je pense que l'astrologie pour moi c'est une philosophie. Non, mais je veux dire, comment vous expliquez votre propre vie par l'astrologie? Votre caractère, vos événements. Est-ce que l'astrologie permet d'expliquer pourquoi les choses se passent comme ça dans votre vie et pourquoi ça vous est arrivé à certains moments? Oui, l'astrologie m'a permis de comprendre pourquoi les choses elles sont arrivées à un certain moment. Et ça m'a permis de voir les choses plus clairement. Déjà au niveau de mon caractère, je sais que j'ai des choses à changer, j'ai des choses à améliorer, mais je dirais que c'est dur. C'est dur quand on voit qu'il y a des choses qui sont négatives et qu'il faut être autrement que soi-même, mais pour les autres, pour que les autres vivent mieux avec moi. Vous voulez dire qu'il faut dépasser votre thème natal? Il ne faut pas être prisonnier du thème, c'est ça que vous voulez dire? Il faut, étant donné que je suis trop cartésienne, c'est vrai qu'il y a on me demande d'aller vers la maison 9, d'aller vers plus d'ouverture et de plus aller vers les autres. Alors que je dirais que la Vierge se retire et elle reste en retrait. Et c'est ce que je ne dois pas faire. Et pour moi, c'est dur d'avancer et de m'éparpiller un peu plus. Oui. Et alors au niveau des échéances, vous avez... Alors ça, on a toute la vie pour le faire. Oui. On a un but dans la vie et on a
une mission de vie, et on a toute la vie pour faire cette mission. Oui. Donc ça, cette mission de vie, c'est une connotation karmique, c'est ça? Oui, ça c'est une connotation karmique. Donc le thème natal, c'est la programmation karmique qui nous incombe pour notre vie à venir. Alors, non, il ne faut pas confondre en fait compte le thème natal qui donne le destin, c'est-à-dire le destin de notre naissance à notre mort, sur tous les plans de la vie, que ce soit travail, les rapports avec les frères et sœurs, l'habitation, c'est-à-dire est-ce qu'on arrivera à avoir une maison ou quelque chose à nous, c'est aussi les parents, la relation avec les parents, les enfants, si on peut avoir un jour des enfants, si les femmes, justement, pour la femme c'est important de savoir si un jour on peut être enceinte et avoir des enfants. Donc tout ça c'est quand même important dans le thème natal. Il y a beaucoup de femmes qui viennent pour ça, pour savoir si elles ne sont pas stériles et pour avoir les périodes de fécondité. Vous savez faire ça? Oui. Comment vous faites, madame? Alors, pour avoir les périodes de fécondité... Oui, expliquez-nous, parce que là, vous êtes spécialisée là-dessus. Oui, alors en fin de compte, c'est Jupiter qui arrive en trigone de la Lune. Alors ça amène des périodes à peu près de 6 mois. Et dans les périodes-là, j'ai toujours remarqué que les gens, les jeunes femmes qui avaient cet aspect-là, tombaient enceintes. Et pour avoir une confirmation de cette période-là, on peut regarder dans la révolution solaire. Et si en plus elle a la Lune ou dans un angle, ou dans la maison 5, ou Vénus dans la maison 5, et ben ça confirme cet aspect. Et ça arrive presque chaque fois. Alors donc on va récapituler. Donc c'est un aspect qui doit se produire. Répétez. Alors c'est l'aspect Jupiter-Lune en transit. Ah oui, c'est Jupiter qui transite la Lune natale. Voilà, tout à fait. Ah oui, c'est ça. Donc effectivement, ça, en transitant la Lune natale, c'est pas tout le temps. Hein. Ah non. Parce que c'est tous les 12 ans. Non, ça peut être en sextile, en trigone ou en conjonction. Ah oui, pas en conjonction. Oui. Donc sextile, c'est pas une opposition ni les carrés. Ah non. Mais c'est sextile, trigone, donc effectivement il y en a quand même pas mal. Ouais. Chaque fois qu'une femme a Jupiter en sextile ou trigone avec sa Lune, oui, elle est dans une phase de fécondité. Tout à fait. Oui. Et c'est une loi Zachary. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué avec mes clients. Mes clientes. Et là, il y a une cliente qui, justement, elle avait cet aspect-là. Elle avait cet aspect Jupiter-Lune et elle avait la Lune en maison 5 dans sa révolution solaire. Et elle avait en plus Saturne dans la maison 5. Donc je me suis dit, c'est bizarre, il y a quelque chose qui la bloque. Alors je lui ai dit, vous êtes dans une période de fécondité et pourtant je vois un blocage. Alors je lui ai dit, je ne comprends pas ce blocage. Je lui ai dit, mais pourtant j'ai l'impression que vous allez avoir un enfant. Et elle m'a dit, en fin de compte, elle est stérile et elle a fait une demande d'adoption. Et justement, elle a eu son bébé à ce moment-là. Ça marche aussi pour l'adoption, en fait. Voilà. Oui. Mais Saturne a bloqué quelque part, peut-être au niveau des papiers, de l'adoption, je ne sais pas. Mais elle a eu quand même son enfant avant la fin de sa révolution. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces observations? Ça a commencé comment? Eh bien, en fin de compte, tout doucement, chaque fois que j'avais un client, donc quand il partait, il m'avait raconté sa vie, et ce que je n'avais pas trouvé par moi-même, quand il partait, je le recherchais dans son thème. Et je cherchais jusqu'à ce que je le trouvais. Et quand je le trouvais, je le notais. Et quand j'avais une autre personne qui avait le même aspect, je regardais si ça concordait pour l'autre personne. Et c'est comme ça que j'avance en astrologie. Alors vous avez fait d'autres découvertes comme ça Oui, j'ai fait plein de découvertes. Expliquez-nous ça, par exemple, pour partager, si c'est pas indiscret. Oui, alors, tous les gens qui ont la Lune très positive avec Pluton, alors je dirais que c'est des gens qui
qui voyagent beaucoup et qui sont en contact avec des gens de leur travail, et qui sont ou en contact parce qu'ils ont un magasin, parce que ça amène beaucoup de clientèle, ou qui sont en contact avec un public. Et donc c'est très favorable, c'est des gens qui seront jamais, qui auront toujours des gens qui viennent vers eux. C'est comme une sorte de magnétisme, parce que Pluton, c'est une planète magnétique et il attire, voilà, ça attire les gens, donc la Lune, vers la personne. Donc ça, c'est quelle règle ça? Ça, c'est la conjonction Lune-Pluton. Dans le thème? Dans le thème natal. Oui. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est la conjonction Mars-Saturne. Alors, les gens qui ont la conjonction Mars-Saturne, c'est souvent des gens nerveux, angoissés, qui refoulent certaines choses. Et ça amène des difficultés dans la maison où ça se trouve. Par exemple, si ça se trouve en maison 7, souvent ça amène des problèmes au niveau du couple ou ça amène un célibat. Si ça se trouve en maison 6, en maison 8 ou 12, là ça atteint la santé, mais au niveau des nerfs. Ou alors ça peut, j'ai déjà remarqué que ça a amené des chutes, mais des chutes importantes. Donc ça c'est Mars-Saturne à la naissance, c'est pas un transit là. Oui, mais le jour où en transit Saturne... Ah oui. Et le jour où Saturne entre en transit avec Mars, avec Mars, là je dis que ça reproduit l'effet, ça réactive l'effet du natal. Oui. Ou alors si c'est en conjonction de la révolution solaire. Par exemple, si Saturne est en conjonction sur Mars natal, ou Mars de la révolution solaire en conjonction de Saturne natal. Ça réactive aussi. Mais alors, excusez-moi d'entrer un peu plus dans votre univers. C'est des cas personnels qui vous font partir de là, ou vous avez des clients, ou vous-même? C'est tous les clients qui... Après chaque client, je fais une synthèse et je note mes réflexions. Et à force de noter des réflexions sur plein de choses, je remarque que les gens qui ont certains faits dans leur thème ont la même... les deux mêmes planètes qui sont bonnes ou mauvaises, quoi. Et ça, c'est des choses que vous n'avez pas apprises, en fait. Non. Vous les avez constatées, voilà. Mais c'est pas forcément... Quoique Mars et Saturne, c'est des planètes qui sont un petit peu comme maléfiques, mais difficiles. Oui. Mais c'est vrai que vous n'auriez peut-être pas été tenté de le dire pour des planètes plus favorables. Non, c'est pas très bien. Vous avez peut-être été comme influencé par le fait qu'elles n'aient pas une très bonne réputation, ces planètes. Alors les deux planètes-là, les gens qui viennent, en fin de compte, ils viennent parce qu'ils ont un souci quelque part. Et donc souvent, ils viennent quand ils ont des conjonctions difficiles. Et vous voulez dire qu'ils viennent au moment où... Ah oui. Ils viennent quand ils ont un problème, en principe. Et ce problème, il se manifeste par des configurations. Oui, tout à fait. Ah d'accord. Alors quand ils viennent, je vois si c'est tout de suite dans le travail, si c'est l'amour, si c'est la santé, si c'est les enfants. Ça, je le vois tout de suite où sont les planètes négatives. Et donc j'arrive déjà à situer le problème. En fait, par exemple, quand quelque chose se passe, vous êtes tenté de faire le thème du moment où ça se passe, non? Dans la révolution solaire... Non, mais pas la révolution solaire, mais dans le thème du moment où les choses arrivent, non? Oui, mais là je fais les prévisions aussi, évidemment, quand la personne elle vient. Et dans les prévisions, on voit... justement, on a une révolution solaire, qui a été faite en 2009 pour quelqu'un qui est né en 80. Et alors, comment on fait pour savoir à quel moment les choses vont se préciser au cours d'année? Oui, alors je ne fais pas systématiquement ça, parce que j'ai pas trouvé que ça concordait vraiment. Alors en fin de compte, moi je donne pas vraiment de date dans l'année, mais on peut le faire. Oui. Oui, on peut le faire. Et en fin de compte, ce qu'il faut faire dans une révolution solaire pour avoir des dates, il faut prendre par exemple la Lune, il faut prendre là les planètes rapides. Ah oui. Voilà, et là il faut prendre la Lune et il faut voir comment qu'elle avance, la Lune, dans la révolution solaire
pour situer dans le temps. Oui, mais la Lune, en fin de compte, elle va faire 12 fois le thème complet. Elle traverse le zodiaque en un mois. Oui, mais c'est justement à travers les planètes rapides qu'on peut situer dans la révolution solaire. Oui, mais la Lune, c'est peut-être pas... Pour Mercure, c'est possible. Mercure, c'est plus possible, parce que Mercure... Oui, ou le Soleil. Voilà, mais pas la Lune, parce que la Lune, c'est un peu rapide. Oui, ou le Soleil, comme ça, le Soleil, puisqu'il fait le tour en un an... Il va transiter toutes les planètes. Voilà, il va transiter toutes les planètes, et puis donc, quand il arrivera dans la maison 4, on saura que c'est relation avec le foyer, en maison 5, les enfants, et c'est comme ça qu'on arrivera. Mais j'ai pas remarqué vraiment que ça fonctionnait. Non. C'était fiable. Que c'était fiable. C'est pour ça que je ne le fais plus. Vous avez des contenus à ce niveau-là. Oui, j'ai vu que c'était pas... Mais donc finalement, là, on touche à un sujet intéressant, c'est la question de l'échec. Est-ce qu'il y a des cas vraiment où la SWOG dit non, ça ne marche pas Ils m'ont souvent dit que ça n'arrivait pas vraiment à la période où je leur ai dit. Alors, où ça arrivait avant, où ça arrivait un peu plus tard. Mais je me suis dit aussi que c'est peut-être l'heure qui n'est pas tout à fait exacte. Parce que les gens qui sont nés... Et donc ça change la révolution, ça change l'ascendant. Tout à fait, ça change. Ah oui, tout à fait. Ça change tout. La révolution solaire doit être juste vraiment à l'heure. Il y a des gens qui corrigent l'heure. Oui, alors là, ça fait encore beaucoup de travail à côté, quoi. Ah oui, parce que pour que ça... Pour que ça concorde. Oui, c'est ça, ça se faisait beaucoup autrefois. Moins maintenant. Maintenant, l'heure, avec les jeunes d'aujourd'hui, l'heure est vraiment tout à fait exacte. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est vrai qu'avant, la SWOG faisait ce travail d'ajustement qui était quand même intéressant. Ça valait ce que ça valait, mais enfin, en tout cas, il était obligé de faire un travail préparatoire. D'accord. Donc, l'échec, c'est quoi? Alors, l'échec, justement... Oui, alors... Qu'est-ce que c'est que l'astrologie face à l'échec? Qu'est-ce qu'on en tire et comment est-ce qu'on sait qu'il y a un échec? Dans beaucoup de cas, on a l'impression que finalement, on ne peut jamais dire absolument que quelque chose est faux en astrologie. Parce que la nature humaine est complexe, on peut toujours réinterpréter les choses, donc c'est difficile de dire que ça ne marche pas du tout. Oui, mais en fin de compte, étant donné que la personne elle est libre de ses choix, je dis que peut-être c'est ça, parce qu'il y a une personne qui m'a appelé alors qu'elle avait tout positif au niveau du travail, elle était au chômage. Et je lui ai dit, vous avez des opportunités, des portes qui s'ouvrent à vous, il faut les saisir. Et puis au bout de 6 mois, elle m'appelle, elle me dit, je suis toujours au chômage. Je lui dis, mais comment ça se fait? Vous n'avez pas fait des démarches et tout? Elle m'a dit, ah ben non, j'ai attendu chez moi. Ah oui. J'ai dit, bah oui, mais si vous attendez chez vous, c'est sûr, si vous n'allez pas faire des démarches et tout, ça ne vous viendra pas tout rôti, quoi. Alors, il faut quand même faire les démarches. Quand les choses sont positives, il faut se mettre en avant, quoi. Oui, ça, c'est une question intéressante. Peut-on attendre ou pas? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais c'est vrai que je comprends très bien votre point de vue. Je considère que c'est pas la peine de faire les choses avant l'heure, voyez-vous. C'est-à-dire que il y a des forces qu'on a en nous, si on les a pas, on les a pas. Oui. Il faut attendre qu'elles viennent. Et quand elles viennent, les choses se font quelque part. Oui, je suis d'accord pour certaines choses. Mais, par exemple, je dis que quand on rencontre quelqu'un et puis les portes s'ouvrent parce qu'on doit aller vers ce chemin-là, des fois, le destin, il décide pour nous. Mais pour le travail, je dirais que là, il faut quand même faire des choses soi-même. Alors, il y a une autre question qui se pose, Carmen Zachary, que j'ai abordée avec certains des interlocuteurs. C'est effectivement, l'astrologue peut pousser la personne à faire quelque chose, elle peut pousser la personne à bouger, même s'il n'y a pas l'astrologie derrière, en fait. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour parler. Il y a beaucoup de gens qui sont mal et qui attendent quelque chose de moi.
et qui attendent peut-être que je leur dis, il faut vous remuer, faut bouger, parce qu'ils sont un peu perdus. Vous le faites ça si les astres ne sont pas là, vous le faites quand même si je vois qu'elle est un peu dans une phase dépressive, je lui dis il faut quand même sortir, il faut voir du monde. Là, je veux dire, c'est un peu de la psychologie. Mais je suis quand même toujours à l'écoute parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent, qui sont dépressifs. Oui, alors dépressif. Donc vous avez l'habitude de la dépression. Vous êtes habitué à rencontrer des gens dépressifs. Ah oui, oui. Ça. Alors, comment vous décririez quelqu'un de dépressif? Parce que fin de compte, dépressif, c'est quelqu'un qui ne supporte plus certaines pressions, je dirais. Enfin, on pourrait discuter là-dessus, mais c'est vrai qu'actuellement, je pense, il y a des périodes où il y a des personnes qui ne peuvent plus continuer comme avant, oui. Qui craquent. Oui, ils craquent dans le bureau. Ils craquent dans le bureau parce qu'en fin de compte, ils ont besoin de parler et ils n'ont personne à qui parler. Et il y a des gens qui sortent de chez le psychiatre et ils me disent, il m'a gardé 20 minutes et il m'a dit, la séance est finie, mais j'avais encore plein de choses à dire. Et alors ils viennent chez moi. Et moi, je les écoute pendant 2 heures. Et ça les libère de quelque chose. Et puis. Mais vous, ça vous satisfait pas complètement, quand même. Moi, je les écoute. Vous apprenez un petit peu, vous regardez un petit peu si ça correspond. Enfin. Voilà, après, je regarde si dans le thème, dans 6 mois, ça va mieux, la personne, elle se trouve mieux dans sa vie, mieux dans sa tête. Dans les 6 mois, je vais lui dire que. Il faut encore vous battre un petit peu, ça va aller, vous êtes dans une période difficile, mais vous verrez le soleil dans votre vie, voilà, dans 6 mois à peu près. Oui, c'est cela, oui. Et de toute façon, vous avez certainement une influence sur votre client, quelque part. Oui, c'est vrai que les gens, j'ai l'impression d'avoir une influence sur eux, mais je ne veux pas avoir trop d'influence. Oui. Je veux quand même qu'ils restent maîtres de leur vie, maîtres de leur choix. Et je leur dis toujours, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites, qui prenez la décision. Il faut que vous sortiez. Voilà, il ne faut pas que vous m'écoutiez moi, il faut que ça vienne de vous. Oui. Et l'astrologie, je dis toujours, ça reste un guide, il ne faut pas que ça... Alors moi je voudrais aborder d'autres questions à vous. Attendez, je vais donc. Voilà, si vous voulez, la question qui se pose, voyez-vous, c'est l'utilisation de l'astrologie mondiale dans la consultation individuelle. Ah, je ne fais pas. Non mais justement, je sais bien, mais on en a parlé ce matin avec Nathalie Poncelet. Elle considère à juste titre, il me semble, que avant d'aborder la question individuelle, il faut se placer dans le collectif. Ça, c'est une discussion, c'est un débat qui est au cours de ce colloque. Contrairement à ce que vous pourriez croire, il n'y a pas de frontière absolue entre les deux. Les gens sont aussi dans le collectif. Oui, il y a des phénomènes qui sont généraux. On en parlait d'ailleurs hier, vous savez, je vous disais, il y a des choses, quand ça se produit, ça se produit. Ça ne se produit pas uniquement pour une personne donnée. Et donc justement, par exemple, est-ce que vous avez remarqué, en tout cas, Carmen Facuri, est-ce que vous avez remarqué des phénomènes qui se reproduisaient chez vos clients à certaines époques, chez différents clients, des problèmes du même ordre? Quel que soit leur thème, un certain type de problèmes se reproduisaient. D'ailleurs, l'autre jour, je me souviens que j'étais à Bruxelles, j'en discutais avec des amis astrologues, et je leur disais, par exemple, vous ne donnez pas de journal, vous? De journal De vos consultations. Disons que je note tout ce que ils partent avec des notes. Oui, non, mais je veux dire, vous-même, vous ne notez rien. Non. Parce que ce serait intéressant que vous ayez un journal et que vous notiez les problèmes de vos clients, et puis vous pourriez voir si à telle époque certaines choses revenaient. Mais j'ai pas besoin de noter, je vois dans la révolution solaire. Oui, mais après coup, vous ne pouvez pas faire des recherches rétrospectives, vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire en 1900 quelle année il y avait tel problème. Ah oui, d'accord, oui. Vous ne pouvez pas faire ça.
Est-ce que vous pouvez ça? Oui, c'est ça, j'aurais pu le faire. Vous pourriez le faire éventuellement. J'avais déjà pensé. Parce que vous êtes quand même bien placé pour voir un peu, non seulement comment tel individu fonctionne, mais s'il n'y a pas quelque chose qui revient. Oui. Et actuellement, moi, je peux vous faire des prévisions concernant les problèmes que vont se poser vos clients. Et tous, il n'y a pas forcément... parce qu'il y a quand même une prévision, ce qu'on appelle une prévision collective, une prévision qui va inclure. Et c'est quand même important que l'astrologue ait à sa disposition, si vous voulez, des outils qui lui permettent de sentir la tendance forte de ses clients. C'est-à-dire de savoir quel genre de problème va revenir sur le tapis ou va se poser et de réfléchir aussi globalement comment traiter ces problèmes. Parce que là, vous allez faire du cas par cas. Oui. Alors, c'est bien de faire du cas par cas, mais il est intéressant aussi de... par exemple, il peut y avoir des épidémies psychiques, c'est-à-dire des problèmes qui reviennent chez beaucoup de gens qui se posent plus ou moins les mêmes questions, ou qui vont se poser plus ou moins les mêmes questions. Mais c'est comme en ce moment, je dirais. En ce moment, je dirais, tous les gens qui viennent me voir depuis un an sont dans un état psychique beaucoup plus difficile, plus mal que les autres années. Alors c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est cette information que vous avez la possibilité de glaner. Voilà, parce que Saturne est opposé à Uranus. Ah oui. C'est à cause de ça. D'accord, oui. Et tous les gens, je dirais, le ressentent. Ils le ressentent et ils sont tous un peu bloqués dans leur vie. Ils ont tous des problèmes beaucoup plus importants que les autres années. Oui. Et tout le monde le remarque. Bon, alors donc ça, c'est bien du mondial. Si vous voulez. Voilà. Ça, c'est du mondial qui va affecter tout le monde, parce que tout le monde... Oui. Tout le monde a plus de problèmes dans la vie que d'habitude. Donc ça a commencé avec lorsque fin Vierge, fin Balance pour la Balance, pour Saturne, et puis fin Poisson, début Bélier pour Uranus. Voilà. Et maintenant, quand Saturne va reprendre sa course, j'avais calculé vers septembre. Ça court, vous voulez dire? Là, il est juste en face d'Uranus, mais quand il va s'éloigner de l'opposition. Et donc les gens, ils vont se sentir de nouveau mieux. Ah d'accord. Oui, c'est intéressant. On pourra en discuter, mais c'est un bon exemple, en effet, donc vous êtes bien d'accord finalement. Vous avez eu d'autres... Dans le passé, vous avez mémoire d'autres choses de ce même ordre? Oui, c'était... Au cours de votre carrière qui est quand même assez longue, ça fait plus que vous avez une quinzaine d'années derrière vous. Oui, mais je ne me rappelle plus exactement la période, mais c'était la période de la vache folle. Il y avait aussi un aspect comme ça, mais je ne sais pas si c'est là la conjonction. Je n'ai pas les éphémérides là, mais il me semble que c'était la conjonction. Et là, qu'est-ce qui se passait chez les gens là? C'était à peu près le même mal-être. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est l'état de quelle conjonction il s'agissait? Je crois que c'était la conjonction Neptune-Uranus, là. Oui. Mais je voudrais que je vérifie. Mais ça a amené aussi les maladies du sida à l'époque, la vache folle et ce genre de choses. Ah oui. Et au niveau de la clientèle, ça se manifestait aussi? Là, j'étais encore pas à mon compte, ah oui. Et puis là, je faisais juste pour les donc copines, juste comme ça. Mais déjà, je m'intéressais. Oui. Ouais. Donc effectivement, il y a possibilité d'utiliser certaines notions cycliques voilà, tout à fait. pour situer non pas ce qui différencie les gens, mais ce qui les rapproche. Oui, mais il faut avoir le temps d'aller en arrière et de chercher les périodes, quand il s'est passé quelque chose au niveau mondial, et de faire des réflexions là-dessus, quoi. Mais alors, oui, bon, c'est vrai que je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais enfin, si vous voulez, c'est peut-être pas... on en avait parlé déjà lors d'un précédent entretien, mais disons que ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, vous avez plutôt cette idée, je ne caricature pas, que il y a une configuration qui se produit, elle a certains effets, et puis après il y a une autre configuration qui a d'autres effets,
mais il n'y a pas un suivi de la configuration. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous m'avez dit. Il n'y a pas un suivi, parce qu'il n'y a pas le suivi. On ne va pas dire, voilà, par exemple, il y a la conjonction, il y a l'opposition Uranus-Saturne, on va voir ce qui se passait au carré Uranus-Saturne, au prochain carré. Voilà, mais entre c'est vrai qu'il y a des trous, comme vous dites. Il y aura une phase où il n'y aura rien. Et là, on va voir, donc, après normalement, pour moi, les choses devraient revenir à la normale. Ah, alors pour vous, la normale, c'est quand il y a rien. C'est quand les choses, oui, c'est quand il y a moins de catastrophes, c'est quand la nature elle se rebelle plus, c'est quand donc, oui. voilà. Donc pour vous, quand il y a des configurations importantes, c'est plutôt un effet perturbateur. Quand c'est négatif, voilà. Maintenant, quand négatif, finalement, on parlait surtout des choses négatives en fin de compte. Mais quand Saturne est en trigone d'Uranus, là je dirais que le monde va bien. Ouais. Qu'il y a des choses qui s'améliorent, qu'on vit mieux, qu'on est dans une bonne période économique. Mais là, on retombe dans un problème que je crois qu'on avait évoqué, c'est de savoir si l'astrologie... Bon, c'est vrai que cette histoire de bons et de mauvais aspects, ça c'est vraiment au centre de beaucoup c'est très important pour les astrologues. Bah oui. De pouvoir dire... Finalement, on a l'impression parfois que s'il n'y avait pas ça, il serait perdu. Hein. S'il n'y avait pas les bons et les mauvais aspects, alors là... c'est ce qui nous guide. Quoi. On a l'impression que c'est vital pour l'astrologue, cette histoire-là. Pourquoi le pauvre carré est-il considéré comme un aspect dissonant? Maintenant, s'il y a un carré et puis un trigone, je dirais qu'il y a un équilibre. Ouais. Et c'est à 3 carrés, ça devient perturbant. Dans certaines mesures, le carré, si on compare avec les saisons, il y a les saisons, il y a la conjonction, l'opposition, qui sont l'été et l'hiver, sont des situations extrêmes. Parce que paradoxalement, le carré, c'est intermédiaire en fait. Oui. Ce n'est ni la conjonction ni l'opposition. Et dans le ciel, la lune en carré au soleil, elle est on la voit à moitié, c'est une demi-lune. Donc ce sont des situations... je crois que c'est important de comprendre que le carré, il est critique parce que c'est une situation de transition. Par exemple, le printemps, c'est entre deux choses, voyez-vous, quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence. Ouais. Le printemps, c'est la fin de l'hiver, c'est le début de l'été, bon, c'est une situation, c'est comme le lever du jour, le lever du soleil. C'est encore la nuit, ça devient un peu le jour, ou le crépuscule, c'est pareil. Le carré, ça correspond à ces situations un peu moyennes, un peu à mi-chemin, où on ne sait pas très bien où on en est. Si vous voulez. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose, mais c'est pas encore bien défini. C'est moins dur que l'opposition. Non, c'est pas que c'est moins dur. Je dis simplement que c'est pas facile de vivre ces périodes-là. Voilà, oui, c'est pas parce facile. que c'est des périodes qui sont pas faciles à identifier. Voilà, il faut et se battre. ils demandent une nouvelle attitude. Oui. Disons qu'on peut y arriver, mais en se battant. C'est-à-dire qu'il Ça demande dans les phases plus affirmées, plus extrêmes, on sait où on en est, si vous voulez. Il n'y a pas de surprise. Oui. Parce que les gens ont déjà basculé. Donc ça s'est déjà transformé. Et quand les choses n'ont pas encore basculé, les gens, ils sont dans l'expectative. Ils disent, mais où va-t-on? Après, ça clarifie. C'est comme par exemple un temps où on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Bon, les gens s'inquiètent. Voilà. Une fois qu'il pleut, il pleut. Voilà. Voilà, donc c'est plus le problème. C'est quand on ne sait pas qu'il y a un problème. C'est une sorte d'incertitude. L'incertitude. Ce sont des situations d'incertitude. Pas forcément bonne ou mauvaise, mais c'est l'incertitude elle-même qui est difficile. Qui est difficile à vivre. Bah oui. C'est difficile à vivre parce que ce qui marchait ne marche plus. Voilà. On ne sait plus très bien si ça va marcher encore. Et on ne sait plus très bien quelles sont les nouvelles règles du jeu. Voilà, et c'est à ce moment-là que les gens on ne sait pas s'il fait beau. Là, par exemple, on est au mois de juin. On ne sait pas comment il faut s'habiller. Enfin, déjà le printemps a commencé, mais enfin, c'est le moment où on ne sait plus très bien où on est, qu'est-ce qui se passe, comment se préparer, comment se couvrir, comment se comporter.
Mais ce qui me manque, je trouve, dans votre propos, c'est que justement, au niveau de la cyclicité, on ne sait pas très bien combien de temps les choses vont durer. Parce que vous me dites, par exemple, bon, là, il y a cet aspect-là, et puis après, il y en aura un autre, bon, qui va vous tomber dessus, si vous voulez, qui va venir d'autre part. Ça ne va pas être le même aspect, ça va être un autre aspect, ça va être d'autres planètes. Oui. Bon, bah, ces planètes, elles vont se présenter parce qu'astronomiquement, elles se présentent. Oui. Bon, mais ça ne sera jamais la même chose d'une fois sur l'autre. Ah non, ce ne sera jamais la même chose. Alors que si vous étudiez un cycle entre deux planètes, oui. Là, il y a une régularité. Oui, mais le cycle, c'est vrai, de Saturne, il revient... Maintenant, c'est vrai, il faut voir Jupiter-Saturne, quand est-ce que ça revient, mais c'est vrai que ça amène, chaque fois qu'il y a le même aspect qui se produit, ça doit amener à peu près la même chose. C'est un truc cyclique, oui. Mais il faut regarder dans le temps quand est-ce que le phénomène il se reproduit. Ça, j'ai pas encore c'est vérifié. Ça que, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que les gens qui font des transits, ils sont bien gentils, mais finalement, on a l'impression, moi j'emploie un mot qui est un petit peu vif, ils sont un peu à la dérive. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, alors maintenant il y a ça, et puis après il y a ça, mais vous leur demanderiez de faire un tableau de ce qui va se passer sur 10 ans. Non. C'est trop, c'est trop, c'est trop leur demander. Hein. On avance petit à petit. Voilà, donc, alors que s'ils travaillaient sur un certain cycle, ils pourraient vous dire, voilà, ce cycle dans 3 ans, il aura passé, etc. Mais si on travaille sur plusieurs cycles à la fois, eh bien à ce moment-là, les cycles vont se croiser, vont se juxtaposer, et la lisibilité va être faible. Oui. C'est pour ça que je vous dis que je dis toujours que les numérologues, ils prennent avantage de nos faiblesses d'astrologues, parce qu'on a un discours qui n'est pas toujours très clair. Un numérologue, il va vous dire, voilà, vous êtes en année 3, et puis en année 5, il y aura ceci, etc. Mais l'astrologue, aujourd'hui, il ne peut même pas faire ça. Non, non, je ne le fais pas. Il ne fait pas ça, et donc il va vous dire, oui, écoutez, bon, cette année, il y aura ceci, cela. On présente qu'il... C'est dommage de penser que l'astrologie, qui est fondée quand même sur l'astronomie, qui est censée quand même apporter un ordre des choses, elle soit parvenue à une espèce de cafouillage un petit peu, on essaie un petit peu de... Alors évidemment, la révolution solaire, ça permet un petit peu d'encadrer tout ça, voilà. Mais bon, on va pas en... Bon, comme vous dites, on ne va pas travailler sur très loin. Bon, alors maintenant, il y a les directions aussi qu'on fait. Oui, alors l'avantage des directions, c'est que... L'avantage des directions sur les transits, c'est que les directions ne correspondent pas à des réalités astronomiques, parce que la grande qualité des transits, c'est que ça correspond à une réalité astronomique. Les directions, c'est des progressions, c'est des extrapolations, mais l'avantage, c'est qu'on peut... on peut couvrir une période longue. Oui. On peut dire, voilà, telle planète est à tel endroit, bon, il y a tant de degrés, tant... Un degré, un an, quoi. Voilà, enfin, il y a des choses comme ça, et ça, finalement, ça permet de baliser un peu mieux le parcours des gens que le transit. C'est trop vague. C'est trop vague, ça n'amène pas cette précision, et c'est pas assez clair, c'est pas sûr. Ouais. J'ai déjà essayé, mais c'est pas sûr. Ben non, parce que d'abord, oui. Et puis de toute façon, oui. Alors donc finalement, on est un petit peu dans un marasme prévisionnel. Ça ne suffit pas, je veux dire, une direction ne suffit pas pour donner une prévision. Oui. C'est pas possible. C'est pour cela, Madame Zakuri, c'est pour cela que maintenant, les astrologues se dirigent vers l'astrologie mondiale, parce que l'astrologie mondiale, elle a des méthodes qui sont beaucoup plus claires. Ouais. Donc il y a un certain nombre de cycles, il n'y a pas de transit, il y a des cycles qui se rencontrent, il y a des phases, il y a des périodes. Voilà, ça, c'est pour ça que tout à l'heure vous me disiez, ah non, mais moi je ne fais pas l'astrologie mondiale. Je pense qu'il faut avoir un réflexe, il faut changer de réflexe. Il faut dire peut-être que l'astrologie mondiale me permettrait de calibrer les choses, et au fond de les utiliser pour comprendre les gens. Il vaut mieux
connecter la personne à un phénomène, un cycle mondial, oui. Parce que finalement, c'est pas complètement inintéressant. Ah, c'est pas... Non, mais je veux dire qu'il y a des choses aussi qui se vivent pas uniquement individuellement. D'ailleurs, souvent, ce qui fait la crise d'une situation, c'est pas qu'on la vit tout seul, c'est que les autres la vivent aussi. C'est sûr que je trouve que c'est très intéressant, l'astrologie mondiale. Il faut le temps de s'y pencher, quoi. Ben, écoutez, le temps de s'y pencher, oui. Et de noter chaque fois qu'il se passe quelque chose, où étaient les planètes à ce moment-là, et faire, comme vous dites, faire un petit calepin et mettre toutes les réflexions avec les dates et les faits, et voir dans le temps. Oui, enfin, ça pose la question de savoir comment on mène une recherche en astrologie. Beaucoup d'astrologues ne se préoccupent pas tellement des fondements de l'astrologie. Donc finalement, bon, je sais pas, il y a une époque où les astrologues étaient un peu plus exigeants. Et ils essayaient d'élaborer une astrologie qui soit relativement présentable, si on peut dire. C'est-à-dire dont les fondements ne soient pas trop complexes. Pour les gens qui sont contre l'astrologie, voyez-vous, les anti-astrologues ou les astrosceptiques, l'astrologie individuelle est encore plus irrecevable que l'astrologie mondiale. Parce que, d'abord, premièrement, on ne peut pas prouver, par exemple, quand on fait des statistiques, c'est forcément collectif, les statistiques. Ah oui. Bon, donc, étudier des cas individuels, ça ne permet pas de faire des statistiques. Ben, sauf la fois où j'ai essayé de faire, comment dire, quand j'ai étudié 40 thèmes de personnes qui ont eu un crash d'avion, là j'ai eu une conclusion. Ah oui, revenons là-dessus. Mais bon, j'aimerais étudier d'autres cas similaires, mais j'ai pas de date de naissance. Le problème des crashs d'avion, si vous voulez, c'est qu'on ne voit pas très bien à quoi ça correspond au niveau, des enjeux historico-politiques, sociaux. Comment est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une crise de société, une crise économique, bon, ça peut obéir à des cycles. Ah oui. Maintenant, un crash d'avion... on ne peut pas dire qu'il y a des périodes où il y a plus de crash d'avion que d'autres. Ça c'est individuel. Voilà, c'est ça. Donc il faut aussi s'intéresser à des situations qui elles-mêmes sont vouées à la cyclicité. Hein, par exemple, un cas classique que vous avez actuellement, où il y a des unions entre les pays. Ah oui. Il y a des pays où il y a des désunions. Bon, ça, c'est quand même plus intéressant que les crashs d'avion. C'est-à-dire que là, effectivement, ça correspond à une respiration, à un rythme des choses, des périodes où les choses se rapprochent, des choses s'éloignent, enfin, des choses... Il faudrait quand même essayer de capter ce genre de choses qui existent à la fois astrologiquement, au niveau des conjonctions qui se font et se défont, et puis dans la société, tout simplement. On voit bien qu'il y a des moments où les choses se font et les choses se défont. Tout à fait, je trouve ça super intéressant, mais c'est vrai que ce serait... Il faudrait que je m'y penche un peu plus. Oui, je crois en effet. Oui, oui. Ou que vous preniez connaissance des travaux de certaines personnes qui ont avancé dans cette direction. On peut faire des recherches soi-même, hein. On peut retrouver des cas qui se sont passés dans les années, dans les 20 dernières années, et puis voir dans les astres comment ils étaient situés à l'époque-là. Mais à quoi vous pensez comme cas? Le cas de quoi? Quel genre de situation? Si vous aviez le temps, bon, admettons, imaginons, vous étudieriez quoi? Parce que la question est de savoir qu'est-ce qu'il faudrait étudier, justement. Par exemple, dans les années 68, ah bah oui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 68, ou bien la guerre du Golfe, des choses qui se sont passées il n'y a pas longtemps.
Oui, mais alors, bon. Alors, regardez où étaient les planètes à ce moment-là, et pourquoi il devait y avoir quelque chose quand même de spécial au niveau du ciel à un certain moment. Et après, pourquoi ça s'est arrêté à un certain moment, c'est vrai. Donc il devait y avoir des planètes qui avançaient de nouveau vers quelque chose de... Il n'y avait plus de tension dans les planètes, normalement. Enfin, comme je n'ai pas étudié, je ne peux pas trop le dire. Oui. Le problème, comme je vous le disais l'autre jour, c'est que parfois, les problèmes viennent quand justement, il n'y a rien. Voilà. C'est le rien qui fait l'événement. Mais Hadès, je sais qu'il a fait un livre sur l'astrologie mondiale. Oui. Mais il est un peu complexe quand même. Parce que je l'ai acheté, j'ai essayé de le lire et de le comprendre. Mais il est quand même très complexe. Je crois qu'il est complexe parce qu'il veut expliquer beaucoup de choses. Voilà, oui. Oui, c'est ça le problème. Alors, effectivement, vous parlez de guerre, bon, effectivement, 1068, la guerre de Révolution. Mais c'est un peu un cercle vicieux, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on peut expliquer quelque chose, mais encore faut-il avoir une grille de lecture pour savoir ce qui s'est passé. Une guerre, qu'est-ce que c'est qu'une guerre? Il y a plusieurs types de guerres. Par exemple, la guerre, vous pensez à la deuxième guerre en Irak, la première, je ne sais pas très bien. Alors, si on prend par exemple, il y a des guerres qui n'ont pas du tout les mêmes résultats, ni les mêmes effets. Ah bah oui, c'est sûr. Par-delà la question de la guerre, il y a par exemple, justement, on prend le cas de l'Irak. L'Irak, c'est typique d'une guerre ou pas guerre. Le fait est qu'il y a une crise du pouvoir. Il y a eu une crise du pouvoir. La chute du dictateur Saddam Hussein a eu des effets problématiques sur l'Irak. Oui, c'est sûr. On s'est aperçu on croyait que c'était un pays unifié qui tenait, et puis on s'est aperçu que la disparition du chef conduit à l'anarchie. Voilà. Donc finalement... c'est comme le mur de Berlin. Oui, la question du 89, oui. Voilà. Ah oui, vous avez raison. C'est la même chose, quoi. Voilà. Il faut comparer, il faudrait que vous arriviez à comparer des événements, voilà. En disant ce sont des événements qui vont dans le même sens, est-ce qu'il y a une corrélation entre ces événements? Donc déjà, donc comparer. Alors, comparer ce qui est comparable, c'est ça le problème. Oui. Alors, mais bon, il doit y avoir dans le cas de 89, effectivement, vous avez raison, c'est des situations qui ressemblent un petit peu à celles de 2003, parce que, effectivement, il y a l'Empire, le bloc communiste qui se craquelle, qui se démantèle, et avec des indépendances qui se développent. Mais actuellement, c'est pareil. Actuellement, on est à nouveau dans une phase... D'ailleurs, c'est 7 ans, on est 7 ans après 2003, et Saturne, tous les 7 ans, Saturne, bon, on peut diviser le cycle de Saturne en 4. On pourrait en discuter, parce que pour l'instant, on ne vous a pas donné tellement d'éléments, mais enfin, je veux dire, globalement, c'est vrai que l'astrologie deviendrait très crédible, si vous voulez, si on pouvait montrer que des choses du même ordre vont se présenter, des problèmes du même ordre vont se présenter selon une périodicité qui est toujours à peu près la même. C'est vrai que j'aimerais m'y pencher un jour, mais ça demande énormément de réflexion et énormément de recherche. On a l'impression que vous êtes très individualiste finalement dans votre façon de faire. Parce que, par exemple, vous pourriez dire, ah ben oui, mais on va apprendre que... en vous écoutant, on a l'impression que c'est à vous de vous débrouiller. Mais je me débrouille toute seule. Oui. Non, je veux pas. On a l'impression que vous vous débrouillez et que vous ne voulez pas compter sur les autres. Ben, je ne vois pas sur qui. Écoutez, dans n'importe quelle communauté, n'importe quelle société, il y a des gens qui font des choses qui peuvent intéresser les autres.
Ah bah oui, vous avez une conception très... les astrologues quand même, l'autre jour, c'est pas vous qui me parliez de ce cours d'astrologie à Marseille, là, oui. Oui, à Marseille, où j'ai appris. Voilà, donc vous avez bien eu quelqu'un qui vous a formé et pas vous toute seule. De la même façon, là aussi, il y a du collectif. L'astrologie, il y a des gens qui sont à la même école, qui sont allés à la même école. Oui, mais en fin de compte, on ne s'est jamais rassemblés, on ne s'est jamais connus. Oui, je pense que dans certains cas, les gens se rassemblent. Ouais. Là, moi, je sais que dans différents trucs, les gens se rassemblent. Et donc on a l'impression, si vous voulez, c'est intéressant parce que au fond chacun voit les choses un peu à sa façon, selon son caractère. Mais on a l'impression en vous écoutant que finalement, je trouve ça assez fascinant ce que vous dites finalement. Non, je veux dire, j'imagine quelqu'un qui vous écoute dire ça, il se dirait, mais alors ces astrologues finalement, chacun fait sa petite recherche. S'il n'a pas le temps, ça n'avance pas. Et l'idée qu'il y ait effectivement des recherches qui soient mises en commun, vous dire, je vois pas où, je vois pas qui, je vois pas comment. Ça donne en fin de compte, le truc est quand même relativement. Enfin, il a virtuellement la capacité d'être relativement organisé et que des choses puissent être divulguées, diffusées, transmises. C'est vrai. Hein? Et qu'on ne soit pas tout le temps à dire à chacun, vous débrouillez tout seul dans votre coin. C'est vrai, il faudrait aller plus vers les autres. Oui, ça fait partie des choses que vous pouvez corriger. C'est ce que je dois corriger. Parce que quand même, je trouve que vous poussez le bouton un peu loin. Vous pourriez dire, voilà, il faut peut-être que je me renseigne, il y a peut-être des bouquins, des articles sur Internet, il y a peut-être des choses à lire, des travaux dont je pourrais prendre connaissance, et pas forcément des choses que moi je dois faire. Enfin si, vous devez les faire, mais vous pouvez les prendre et les appliquer. Oui, je peux déjà me renseigner et puis me faire aider par ce que les autres ont déjà fait comme recherche. Je crois qu'on n'est pas tout le temps en train de tout devoir recommencer tout seul dans son coin. Voilà, Ça c'est... ça je vais reconnaître. C'est une nouvelle démarche qui serait intéressante. Oui, c'est la raison d'être de ces rencontres aussi, c'est d'entendre des propositions des uns et des autres. On va encore faire un colloque là bientôt, dans 15 jours, à Saint-Malo, etc. Oui, non, mais les astrologues, ils sont quand même... ils ne sont pas à un sens du collectif très développé. Mais là, par exemple, ce qui est amusant, c'est qu'à la fois, vous êtes individualiste au niveau de l'étude du thème, avec l'idée que finalement le collectif, et puis vous l'êtes aussi en tant qu'astrologue. En tant qu'astrologue, vous êtes aussi quelqu'un qui a sa démarche personnelle. Bien que au départ, elle n'était pas du tout personnelle. Puisque vous avez appris des choses qui sont pas du tout personnelles. Oui, donc il y a eu une espèce de... Il y a une sorte de contradiction ou de renversement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes ouverte au collectif, à un enseignement, et puis à un moment donné, c'était fini, et après, c'est à vous de jouer. Voilà, en fin de compte, je me suis dit, oui, je vais faire mes propres recherches. Oui. Voilà, pour faire mes remarques et pour voir par moi-même ce que j'en déduis. Oui, c'est vrai à un certain niveau, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, il y a toujours un moment où on peut affiner les choses. Et vous-même, vous faites vos recherches en aval. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement que vous recevez, et puis vous faites recherche, mais ces recherches ne vont pas modifier fondamentalement cet enseignement, semble-t-il. Non, les bases, c'est vrai, elles restent toujours les bases. Oui. Alors que justement, le propre de la recherche, c'est parfois de revoir les bases. Voilà, c'est de remarquer si on ne peut pas améliorer les bases. Et oui. Voilà. Ces bases... parce que finalement, ce qui est assez curieux en astrologie, c'est qu'on peut toujours... on pourrait presque dire, on peut toujours... parce que vous savez, les praticiens, justement, on travaille beaucoup actuellement dans le milieu astrologique sur
la cohabitation entre les praticiens et les théoriciens. Et ils ont chacun leur façon de faire. Les praticiens, ils mettent, enfin je caricature un petit peu, mais ils mettent leur point d'honneur à prendre quelque chose qui est plus ou moins satisfaisant et à lui donner une substance qui va vraiment lui donner de la force, si vous voulez. C'est comme quelqu'un qui prendrait une partition musicale et puis il en ferait quelque chose de pas mal, même si cette partition n'est peut-être pas extraordinaire. Il la transfigurerait, il la transcenderait. Et on a l'impression, quand on écoute beaucoup d'astrologues, qu'ils sont dans la transcendance, c'est-à-dire qu'ils prennent, c'est un peu dans une sorte d'alchimie. Ils prennent quelque chose qu'ils ont reçu, qui vaut ce qu'il vaut, mais après, ils vont le retravailler à leur manière, et c'est là que ça va devenir de l'or. Voilà, c'est là, donc voilà, ça c'est un trip particulier qui à mon avis, faut quand même le comprendre.